Alors, c'est toujours difficile d'être la personne qui présente en dernier. D'ailleurs, j'ai vu que la salle s'est conséquemment vidée. Donc, j'essaierai de ne pas vous endormir, je vous promets. D'autant plus que mon intervention sera très brève. Donc, ma communication aura 4 points argumentatifs et je terminerai par une ouverture interrogative. Donc, ça s'intitule Corps chimérique entre fantasme de toute puissance, fantasme parricidaire et régression temporelle. Alors, le premier point, c'est du corps transformé au corps chimique. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a de multiples transformations que le corps a subies. Donc, les multiples transformations du corps, et sur le corps, très tôt constitué différents marqueurs, que ce soit culturel, identitaire ou culturel, quand il ne s'agissait pas tout simplement d'augmentation supplétive à visée thérapeutique. Par exemple, les béquilles sont une augmentation du corps, tout comme les lunettes et les prothèses. C'est ainsi que le corps a été tour à tour scarifié, perforé, dessiné, élongé ou au contraire mutilé ou excisé. Mais ces transformations n'ont jamais été jusqu'à altérer, voire complètement couper la filiation de ces corps des corps originels générateurs. Car jusqu'à un passé très récent, l'équation biologique restait invariable. Il fallait 2 corps pour produire intégralement un corps nouveau, établissant ainsi une filiation, une histoire qui s'inscrit aussi bien dans un discours que dans une trajectoire. Toutefois, par à-coup, par moment, par sursaut, soubresaut, se produisait l'étrange, par mutation, par accident. Par moment, des corps nouveaux apparaissent, quasi radicalement différents des corps générateurs originels, et remettant en question leur lignée. C'est un peu le truc des mutants, on va dire. Ce sont par exemple ces corps anciennement qualifiés de monstrueux. Justement, il dit qu'il est un monstre, en complète disharmonie de forme ou de fonction. Ainsi, la nature elle-même indiquait un autre devenir possible du corps, éloigné du dictat de l'esthétique, plus ou moins normé du corps ordinaire. Les mythologies prendront ensuite la suite. Des néocorps sont pensés par voie d'hybridation accidentelle ou provoquée de 2 ou plusieurs corps, afin d'obtenir quelque chose d'unique, d'exceptionnel et qui n'existe nulle part ailleurs dans la nature. Et loin de la combinatoire des gènes et de leurs conséquences pour imaginer ces néocorps, c'est surtout la forme et les fonctions qui ont prévalu à la naissance, si l'on peut dire de ces corps extraordinaires, anticipant 2 caractères respectifs du changement corporel transsexuel, où il y a une préséance de la forme et du visuel, et de l'humain augmenté transhumaniste, où de préférence il y a une préséance de la recherche des fonctions ajoutées. La littérature témoignera de cet attrait entre les mythologies constituant des récits des origines ou des visions du monde, et les écrits littéraires, les œuvres de science-fiction vont continuer à combler l'imaginaire de corps fantastiques. L'un des moments marquants de ces récits littéraires étant le roman de Mary Shelley, que je pense que vous connaissez tous, Frankenstein ou le Prométhée moderne, en ce qu'il met en jeu la création quasi ex nihilo d'un corps nouveau, révélant ainsi dans une clarté limpide, à contrario du mythe de Pygmalion, le fantasme du démiurge créateur, à l'instar du dieu biblique de la Genèse. Alors, tel qu'on vient de le voir, tous les éléments du corps chimérique sont déjà là. Alors, c'est quoi le corps chimérique? Deuxième point. Donc, en partant de cette historique lyrique, je dirais que le corps chimérique peut se définir de la manière suivante. C'est à mon sens un corps dont la nouveauté réside dans l'unicité de son caractère extraordinaire et aussi dans sa tendance à briser, du moins à distordre, toute filiation biologique antérieure. Ainsi en est-il du corps cyborgisé, sorte d'hybridation de machines et d'organique, qui est un corps connecté à des machines et ou restructuré par la technologie, et dont on peut voir des exemples visuels dans les modifications et représentations corporelles de l'artiste australien Stellar.
j'ai voulu vous apporter des films où cet artiste fait des performances, mais ça vaut le détour. Malheureusement, je ne l'ai pas fait pour des soucis de temps. Ainsi en est-il également du corps transsexuel, andromorphique ou génomorphique, qui répond à la demande de réassignation de genre dans de nouveaux corps jugés plus adéquats. Or, loin de tomber dans du naturalisme, c'est cette filiation biologique qui a pendant longtemps constitué le socle du réel à partir de quoi s'effectue l'inscription symbolique de l'individu dans une histoire qui le précède et qui le continue. Alors, ce corps chimérique est, au regard des avancées récentes des techniques scientifiques, l'actualisation, mieux la copulation d'un désir et de l'imaginaire qui le sous-tend. Tout se passe comme si la réalisation de certains fantasmes, rendus possibles grâce aux percées techniques, se substituait à l'épreuve de la castration des limites devenues vacillantes de la réalité. Ce corps est encore la résultante d'une volonté de blasphémer, j'ai fait exprès d'utiliser le mot blasphémer, les frontières esthétiques habituelles pour produire un néocorps dans l'unique accord avec son imaginaire. Il y a une dimension transgressive par rapport à la norme, par rapport à la loi symbolique, en tant que ça veut dire ce qui vient faire limite. Alors, le troisième point, une transgression régressive au fantasme de toute puissance. Mais avant de désigner l'humain, ce que vous savez toutes ou tous, en partant de la mythologie grecque, la chimère désigne initialement l'animal. Donc, si vous me suivez bien, le chemin qui est emprunté ici, c'est celui d'une régression, dans le sens d'une évolution dans l'ordre de la phylogenèse. Donc, on sort de l'humain et on va à l'animal. Ce qui nous rapproche soit de l'animalité, soit de la réification fétichisante, puisque le corps est vu comme séparé de la personne, comme si c'était une entité en soi. Donc on parle de son corps comme si c'était quelque chose de différent de soi. Donc cette dernière évoquant un retour à l'inorganique des objets, ultime butée de toute régression dans son caractère de pulsion de mort. Ainsi, au lieu de devenir plus humain, le corps chimérique nous place dans le seuil de l'indécidable devenir, où l'homme devient, comme disait Eric Well, son propre se faire. Donc on se dessine en lien avec son imaginaire. C'est dans cette volonté affirmée de modeler sur mesure son corps que réside, pensons-nous, le fantasme régressif de toute puissance. Régressif parce que ce fantasme renvoie au désir de toute puissance de l'enfant, ainsi qu'à sa pensée magique. Toute puissance parce qu'il ne semble plus y avoir de limites. Les limites ordinaires se dérobent tout simplement. D'un point de vue psychique, chez un tel sujet, le moi se comporte comme détenteur de possibilités infinies et se glorifie de cette emprise sur sa capacité à transformer son corps à la manière d'un Dieu surpuissant. Quatrième point, du fantasme de toute puissance au fantasme parricidaire. Mais le corps chimérique, en étant un néant corps, n'est pas que la traduction de fantasme de toute puissance. Il est de manière plus subtile le prolongement de fantasmes d'auto-engendrement, c'est-à-dire une tentative de se faire naître de nouveau, de se réoriginer, de se réengendrer. Dans les deux cas précités du corps augmenté et du corps transgenré, mais aussi dans le corps hybridé par modification génétique, il y a une rupture de la filiation biologique issue de la nécessité d'avoir au moins deux corps initiaux générateurs pour produire un corps nouveau. Dans le roman de Pygmalion, dans l'histoire de Pygmalion, et aussi, on va le voir plus avant, on n'a pas besoin justement d'avoir des personnes, des parents pour avoir ces corps, on les produit soi-même. Donc nous avançons que ce fantasme d'auto-engendrement n'est pas seulement qu'un déni de la scène primitive. Il est dans les faits purement et simplement son actualisation réelle. Puisque la scène primitive porte cette caractéristique fondamentale que le sujet n'y assiste pas, qu'il en est exclu à travers le corps chimérique, il cherche donc à y remédier. Jusqu'à preuve du contraire, personne n'a assisté à sa naissance. Bon, je dis bien jusqu'à preuve du contraire. Alors, c'est un peu comme si, pour reprendre Mircea Eliade,
Il y a une volonté de réintégrer le temps des origines afin de se faire contemporain des dieux et de la sorte participer au temps primordial de la création du monde. Sauf que le seul monde à recréer est son corps propre. Sauf que la fabrication de ce néocorps rend implicite et nécessaire la perte ou le rejet de tout autre géniteur que soi-même. C'est ainsi que tout fantasme d'auto-engendrement est donc un fantasme parricidaire qui se dénonce. Si Jupiter émascule Chronos, Saturne le temps, c'est parce qu'il dévore ses enfants, et en émasculant son père, c'est avant tout sa place qu'il prend, non pas seulement en tant que nouveau dieu de l'Olympe, mais surtout en se réoriginant pour devenir alors intemporel, éternel, loin de l'écoulement temporel de Chronos, qui impose la loi de la mort à tout être ayant eu un commencement. C'est comme un peu disait l'agent Smith dans Matrice, tout ce qui a un commencement doit avoir une fin. Mais non. Alors, ouverture interrogative, la régression temporelle matrice du corps chimérique. Présenté de la sorte, le corps chimérique peut laisser penser que le désir dont il est l'expression ne concerne que quelques individus aux prises de problèmes narcissiques et identitaires. Mais est-ce vraiment le cas? Ne sommes-nous tous pas quelque part des Frankenstein en puissance? S'il est bien un élément qui paraît prégnant dans la question du corps chimérique, c'est bien le côté régressif. Les fantasmes et désirs que le corps chimérique convoque sont tous de l'ordre de l'infantile et nous ramènent au temps d'avant, celui qui précède et qui concède notre naissance. Ce n'est pas qu'une fantasme ou qu'une régression formelle dans la façon de solliciter ce désir d'auto-engendrement. C'est surtout une régression d'un point de vue temporel, en ce que ce désir suppose quelque chose du temps d'avant, où il n'y a plus d'imaginaire à traire, puisqu'on n'y était pas. Je parle du temps de la naissance, de la conception, mais plutôt un imaginaire à faire du point de vue du sujet qui décide de s'autofonder. N'avons-nous tous pas un jour ressenti devant nos frustrations diverses l'envie de retourner dans le temps et de changer le cours des choses pour les adapter à nos besoins? Pensez-y. C'est vrai. C'est cet élan vers le passé techniquement rendu possible. Ce désir de régression temporelle qui constitue la scène sur laquelle le corps chimérique déjoue les limites du corps actuel, les limites frontières des espèces et les limites de ce qu'est l'humain. Alors, l'avènement du corps dit chimérique grâce au développement actuel des technosciences réactive les interdits fondamentaux mis en scène par la mythologie. Car la chimère est cette imaginarisation de ce qu'on pourrait appeler un monde sans limite, puisque dans le mythe de la chimère, Bellérophon tue cette dernière, et c'est en tuant cette créature anté-olympienne. Donc si vous voyez un peu la mythologie grecque, c'est avec l'Olympe, donc avec les dieux de l'Olympe, qu'on va avoir l'humanité, puisque avant c'était un chaos où Saturne dévorait tout sur son passage. Donc, issu du chaos des premiers temps de l'univers, Bellérophon ouvre au monde la porte de son humanité, car il incarne à ce moment précis ce que Jacques Lacan a nommé le Père réel. Il est l'étranger qui, par sa présence charnelle, vient mettre un terme à la jouissance sans limite de chimère qui entraînait la mort à quiconque s'en approchait. Alors, je termine sur cette dernière note qui me semble importante. Depuis la montée en puissance des technosciences, il semblerait que la science moderne réduise ce qu'on appelle les limites à une peau de chagrin en renversant l'idée de limite à une question des puissances du moment. C'est ainsi que Jean-Pierre Lebrun dénonce dans Un monde sans limite que les nouveaux pouvoirs de la science amènent la confusion entre déplacer la limite du possible et évacuer la place de l'impossible. Alors que, finalement, nous pourrions voir en la chimère du laboratoire, le roc du sans limite pour le scientifique, la limite du sans limite. Puisque à l'origine, c'est un concept qui définit un être censé impossible.
la chimère n'existe pas. Je pense que personne n'a vu des chimères en réalité. Ainsi, le corps chimérique marquerait la place de l'impossible, tendanciellement évacué par la technique et qui reviendrait par le langage dans l'usage de l'expression chimérique. Pour reprendre Lacan et pour faire un jeu de mots, Lacan disait que ce qui est folklore du symbolique fait retour par le réel. Et là, aujourd'hui, je suis en train de vous dire que ce qui est folklore du réel fait retour dans le symbolique. Merci.